Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et bienvenue à notre 11e webinaire qui va porter sur la finance d'entreprise et animé par Monsieur Compaoré P. Modeste et modéré par Monsieur Nassir Sawarogou. Ah, super. Bonsoir à toutes et à tous, chers participants. Bienvenue à notre webinaire hebdomadaire numéro 11 du Café des Alliés. Un rappel, une initiative du cabinet d'expertise comptable Idali et du programme Futur Allié qui vise vraiment à partager l'information et l'expertise du monde professionnel. Ce qui nous réunit à cette séance de webinaire porte sur la thématique de l'analyse financière, un sujet essentiel pour comprendre la performance, la rentabilité et le risque d'une entreprise. Et je suis Nassirou Sawadogo, auditeur comptable et financier chez Fidali et votre modérateur pour la présente séance. Ainsi, pour continuer, je suis ravi d'accueillir à ce webinaire M. Patende Modeste Compaoré, expert comptable stagiaire et auditeur comptable et financier, qui nous guidera à travers cette thématique. Et je voudrais tout d'abord remercier M. Compaoré, qui n'est pas à sa première et partagera avec nous l'expertise sur le thème analyse financière, évaluation de la performance financière, de la rentabilité et du risque d'une entreprise. Donc, ainsi donc, avant de plonger dans les vif du sujet, je vais vous présenter le programme de la présente séance. Ainsi, nous aurons une première phase et de présentation avec M. Compaoré sur la thématique et une seconde phase d'échange avec les participants et sur les préoccupations éventuelles. Et enfin, on aura la phase de clôture. Et nous, M. Conforé, vous avez la parole. OK. Merci beaucoup, Monsieur Sawadogo. Bonsoir et merci pour l'introduction. Bonsoir à tous et à toutes. Je tiens d'abord effectivement à remercier le premier responsable du cabinet Fidali et toute son équipe pour ce cadre qui a été créé pour améliorer non seulement la compétence et la connaissance de tous, mais aussi l'opportunité qui m'est donnée de pouvoir partager le peu que j'ai pu aussi apprendre. Et donc, le webinaire de ce soir a pour thème analyse financière, précisément évaluation de la performance financière, la rentabilité et le risque d'une entreprise. Je m'en vais partager. Pour ce webinaire, nous nous sommes fixés les objectifs suivants. Donc, le premier objectif, c'est déjà arriver à situer l'analyse financière dans le grand panier de la finance parce que nous savons que la finance est une discipline très vaste, mais aussi diversifiée. Le deuxième objectif, c'est comprendre les concepts clés de la performance financière, de la rentabilité et des risques. Le troisième objectif, alors, c'est analyser la performance financière et la rentabilité à travers différents indicateurs que nous allons voir par la suite. Le quatrième objectif, c'est pouvoir établir le lien entre l'analyse financière, la négociation des crédits et les instances. Voilà, dans la mesure où, quand vous avez besoin de financement auprès d'une banque, alors on vous réclame les états financiers. Et à ce niveau, il y a un certain nombre d'indicateurs que vous devez d'abord apprécier pour déjà vous rassurer que votre situation est confortable et que vous pouvez espérer avoir le financement. Et pour les instances, c'est pour dire que si vous êtes un directeur administratif et financier dans une structure, alors vous êtes amené à pouvoir apprécier un certain nombre d'indicateurs pour les présenter et puis attirer l'attention de votre directeur général. Et objectif numéro 5 et dernier, c'est évaluer les risques qui peuvent affecter la performance d'une entreprise et éventuellement essayer de voir quelles sont les mesures pour pouvoir gérer
ces risques. Et donc, pour répondre à ces objectifs-là, notre présentation va s'articuler autour de 7 points majeurs. Le premier point est consacré à la présentation générale de l'analyse financière. Autrement dit, c'est pouvoir situer l'analyse financière effectivement dans la finance. Ensuite, nous allons voir ensemble la notion de performance financière, la notion de rentabilité et de risque, l'analyse de l'activité d'une entreprise et de risques opérationnels liés, l'analyse de la rentabilité d'une entreprise et le risque financier lié. Un sixième point, analyse financière, négociation de crédit et instance. Donc, c'est le lien que nous allons établir à ce niveau et nous allons terminer par la gestion des risques. Donc, très sportivement, pour ce qui concerne la présentation générale de l'analyse financière, nous allons d'abord commencer par la finance, parce que, comme vous le savez, la finance est une discipline vaste et diversifiée, comme je l'avais dit, et qu'à l'intérieur de la finance, nous pouvons distinguer plusieurs branches. Et donc, à l'ordre de ces branches, nous pouvons d'abord voir la finance d'entreprise. La finance d'entreprise va s'intéresser à la gestion des ressources d'une entreprise. Et les politiques de financement, les choix d'investissement, etc., que nous pouvons regrouper en deux grandes rubriques, l'analyse financière et la politique financière. Au-delà de la finance d'entreprise, nous avons la finance de marché qui s'intéresse à la gestion de portefeuille, la spéculation et l'arbitrage, ainsi que les produits dérivés sur les marchés financiers. Nous avons la finance publique et là, nous allons nous intéresser d'abord à la recette de l'État, donc via la fiscalité et la collecte d'impôts, les dépenses publiques, mais aussi la dette publique. Donc, vous pouvez également enregistrer la finance internationale qui s'intéresse au taux d'échange, les risques d'échange et bien d'autres risques liés à la finance internationale. Et au-delà de la finance internationale, il y a la finance personnelle qui va s'intéresser à un individu ou à une famille, notamment en ce qui concerne la gestion de son épargne, les dettes telles que les crédits de consommation, les prêts scolaires, etc. La stratégie d'investissement, donc comment assurer sa retraite. Et tout ça rentre dans le grand panier de la finance. Vous avez la finance comportementale, alors qui s'intéresse à comment est-ce que les biais psychologiques ou émotionnels peuvent influencer les décisions financières d'un individu. Vous avez la gestion des risques de façon générale, qui est aussi une branche de la finance. Et vous avez aujourd'hui la finance moderne ainsi que ses sous-branches telles que les fintechs. Donc, les fintechs s'intéressent à la technologie financière. Aujourd'hui, on parle de blockchain. Nous avons les paiements de mouvement de la finance moderne. Vous avez la finance durable et la protection de l'environnement. Vous avez la finance islamique. Donc, c'est pour dire effectivement que la finance est vaste. Mais pour ce soir, ce qui nous intéresse, c'est la finance d'entreprise, même si ce n'est pas dans sa globalité. Et la finance d'entreprise regroupe des outils destinés à aider les décideurs de l'entreprise, mais aussi les tierces personnes à analyser le passé en vue d'anticiper l'avenir. Autrement dit, quand on parle de finance d'entreprise, c'est analyser le passé, ce qu'on a déjà à travers les différents états financiers et les informations qui nous sont disponibles pour pouvoir anticiper l'avenir. Et on vous dira que les outils d'analyse qui concernent le passé constituent l'analyse financière. Et l'analyse financière est une étude qui est basée sur les états financiers et permet d'établir du diagnostic sur la rentabilité, la solvabilité et bien d'autres indicateurs importants d'une entreprise. Et les outils de prévision ou les outils d'analyse qui vont concerner le futur est appelé la politique financière. C'est pour cela que la politique financière concernant le long terme, on va vous parler de choix d'investissement, on va vous parler de politique de financement, et là-bas aussi, il y a un certain nombre d'indicateurs que vous calculez. Et les prévisions qui concernent le court terme, à moins d'une année, vous aurez à ce niveau-là la gestion de la trésorerie. Et donc là, c'est le regroupement que l'on peut faire au niveau de la finance d'entreprise. Donc, ce qui concerne le passé est l'analyse financière et ce qui concerne le futur est de la politique financière. Donc, de là, nous pouvons dire que l'analyse financière est un ensemble de méthodes d'analyse qui va exploiter un certain nombre d'informations financières et économiques
pour apprécier l'entreprise dans sa globalité et surtout apporter un jugement sur sa performance, sa situation financière et les divers risques liés. Donc, ces informations pouvant concerner le passé, le présent ou le futur. Et donc, pour faire de l'analyse financière, on a deux grandes méthodes. Là, l'analyse statique. L'analyse statique est basée sur l'analyse de la situation financière et la solvabilité en se fondant sur les masses différentielles. Donc, ici, l'examen va porter essentiellement sur les états financiers à une date donnée et surtout sur le bilan, donc qui est le reflet du patrimoine de l'entreprise à une date donnée. Vous pouvez aussi, l'analyse financière peut être comparative et là, on analyse le compte de résultat. Le compte de résultat étant le meilleur révélateur de la dynamique de gestion. Et ça va vous permettre d'analyser ou d'opérer une analyse sur les différentes tendances. C'est pour ça que vous pouvez calculer la variation du chiffre d'affaires, vous pouvez calculer la variation de la valeur ajoutée, voilà, donc d'une période à une autre. Et là, donc, l'analyse est comparative. Alors, l'un dans l'autre, l'analyse financière peut concerner plusieurs pans. Et quand vous faites de l'analyse financière, pour qu'elle soit complète, il faut prendre en compte tous ces axes-là. Et donc, l'analyse financière peut concerner l'activité. Et là, vous allez analyser le compte de résultat en mettant en évidence des indicateurs très importants, tels que les soldes significatifs de gestion, alors qui sont des soldes très importants et qui disent beaucoup sur l'activité de l'entreprise. La capacité d'autofinancement qui découle bien sûr du compte de résultat également. Et vous avez les soldes globaux que vous pouvez calculer et aussi apprécier le partage de la valeur ajoutée. On peut à ce niveau également calculer le ratio de profitabilité. L'analyse financière peut également porter sur la rentabilité et le risque. Et là, vous pouvez analyser la rentabilité en rentabilité économique et rentabilité financière, mettre en exergue le risque financier à travers l'effet de levier. L'analyse financière peut également concerner la structure financière. Là, vous allez apprécier la structure financière de l'entreprise pour déjà voir si l'orthodoxie financière est respectée. À ce niveau, les indicateurs clés que vous allez calculer est le fonds de roulement net global, qui est la différence entre les ressources stables et les emplois stables, le besoin en fonds de roulement, le deuxième indicateur de la structure financière, et plus loin, la trésorerie, qui est la différence entre le fonds de roulement net global et le besoin en fonds de roulement. Là, l'analyse financière est centrée sur la structure financière de l'entreprise. Vous pouvez mener l'analyse financière à travers les ratios. Là, les ratios de structure, vous pouvez calculer les ratios de solvabilité, la capacité de remboursement, le ratio d'endettement, l'autonomie financière. Vous pouvez également, à ce niveau, analyser le ratio de rotation. Là, vous allez aller apprécier le délai de règlement client, le délai de crédit fournisseur, voilà, la rotation du stock, etc., etc. Et aussi, il y a les ratios de rentabilité, pour parler de rentabilité financière et également de rentabilité économique. L'analyse peut porter également sur les flux de trésorerie. Là, cette analyse va vous permettre de juger l'aptitude de l'entreprise à faire face à ses engagements et à prévenir les différentes défaillances. Maintenant, pour faire de l'analyse financière, on a besoin d'un certain nombre d'informations. Et donc, ces informations sont d'ordre interne, externe, comptable et diverses informations. Et donc, pour ce qui est des informations d'ordre interne, c'est particulièrement ou essentiellement les informations comptables à travers les états financiers. Au-delà des états financiers, il faut aussi, il y a aussi le rapport de gestion, voilà, donc, qui donne des informations qui ne sont pas forcément dans les états financiers. Il y a le rapport général du commissaire aux comptes, qui est aussi une source d'information qui peut servir à l'analyse financière. Et il y a également les procès-verbaux, donc des conseils d'administration. Au titre des informations externes, il y a par exemple le cycle de vie de l'entreprise. Donc,
Si vous faites de l'analyse financière, il ne faut pas vous cantonner seulement aux informations d'ordre interne, parce que le cycle de vie de l'entreprise est aussi important. Je peux même dire que la phase du cycle de vie peut être un indicateur. Si l'entreprise est en phase de lancement, bon, ou enfin les activités que vous êtes en train de mener, c'est en phase de lancement, de croissance, de maturité ou de déclin. En fonction de ça, vous pouvez mener des analyses et pouvoir anticiper sur un certain nombre, en tout cas, de risques. Donc, le cycle de vie de l'entreprise est aussi une information capitale à prendre en compte. Il y a le secteur d'activité ainsi que l'évolution du marché. Alors, pendant longtemps, on assistait, par exemple, les secteurs comme les télécentres. C'est important effectivement de se renseigner sur le secteur d'activité et l'évolution du marché pour ne pas être à un certain moment dépassé sans le savoir. Il y a le potentiel technologique et humain qu'il faut également prendre en compte quand on fait de l'analyse financière. Là, nous venons de boucler le premier point en ce qui concerne la présentation générale de l'analyse financière, où nous avons d'abord essayé de situer l'analyse financière dans le grand panier de la finance pour dire que l'analyse financière relève de la finance d'entreprise, et nous avons abordé aussi les axes sur lesquels l'analyse financière peut porter ainsi que les sources d'information. Là, nous passons au deuxième point pour voir ensemble la notion de performance financière. Donc, la performance financière se réfère à la capacité d'une entreprise à générer des résultats financiers positifs, mais aussi à créer de la valeur pour les parties prenantes. Là, nous allons retenir quelques définitions de quelques auteurs phares. D'abord, vous avez Kulayom en 97 qui va dire de manière générale que la performance financière mesure le degré de réalisation des objectifs financiers de l'entreprise. Et Richard Eldaf, en 2010, va définir la performance financière comme la capacité d'une entreprise à atteindre ses objectifs financiers, lesquels objectifs nous pouvons arranger la rentabilité et la création de valeur pour les actionnaires. Et pour ce auteur-là, les indicateurs clés de la performance seraient le rendement des capitaux propres, si vous voulez, la rentabilité financière, mais aussi la rentabilité économique. Et il y a dans la théorie de l'agence développée par Ginsen et Mixley, et ils vont concentrer, et ils vont définir la performance financière comme la capacité de l'entreprise à maximiser la richesse des actionnaires tout en limitant les conflits d'intérêts et les coûts d'agence. Autrement dit, c'est aussi la rentabilité financière qui est mise en évidence ici, parce que leurs travaux soulignent les indicateurs tels que le coût de l'action et aussi les dividendes, qui sont bien sûr les reflets de la performance d'une entreprise. Donc, la valeur de vos actions et aussi les dividendes que cette entreprise arrive à distribuer à ses associés ou aux propriétaires de l'entreprise. Et Alfred Rapaport, lui, propose de mesurer la performance financière à travers la création de valeur pour les actionnaires. Donc, pour lui, l'indicateur clé de la performance financière serait l'EVA. L'EVA, la valeur économique, la valeur ajoutée économique. Voilà. Alors, quels sont les indicateurs de la performance financière? Donc, sans être exhaustif, nous pouvons retenir les soldes significatifs de gestion. C'est vrai, ce sont des indicateurs économiques, mais ils permettent d'analyser la performance de l'entreprise, et ce, en suivant différentes étapes, depuis l'activité jusqu'au résultat net. Et les soldes significatifs de gestion sont des indicateurs très importants qui nécessitent qu'on les analyse, qu'on les apprécie. Il y a la capacité d'autofinancement. Ça, c'est les ressources générées par l'activité de l'entreprise. Il y a la profitabilité. Il y a les ratios de liquidité. Vous avez l'EVA, la rentabilité économique, la rentabilité financière, les ratios de liquidité, les ratios de solvabilité, les ratios d'endettement, mais aussi le ratio de distribution des dividendes. Donc, sans être objectif, voici des indicateurs sur lesquels nous pouvons nous baser pour apprécier la performance financière d'une entreprise. Nous passons à la notion de rentabilité et de risque. D'abord, la rentabilité. Quand on parle de rentabilité, ce n'est rien d'autre que le rapport entre
un résultat et les moyens mis pour obtenir ce résultat. Donc, la rentabilité mesure la capacité d'une entreprise à générer des profits à partir de ses ressources. Nous pouvons retenir les définitions de quelques auteurs tels que François Xavier Simon, qui définit la rentabilité comme la relation entre le résultat obtenu et les moyens mis en œuvre. Donc, il peut être les capitaux ou les actifs. Et Pierre Vermaine, en 2009, dans son ouvrage sur la finance d'entreprise, va faire la distinction entre la rentabilité économique, qui est liée aux actifs de l'entreprise, et la rentabilité financière, qui est liée aux capitaux propres. Et donc, ces deux indicateurs-là sont très fondamentaux pour les investisseurs. La rentabilité économique, en termes de formule, va se calculer en rapportant le résultat sur les moyens mis. Et là, nous avons des exemples où, alors, pour un investissement donné, pour une activité donnée, pour un projet donné, où vous avez investi 1000 francs et que vous obtenez un résultat de 100 francs, vous pouvez calculer la rentabilité en rapportant le résultat sur les moyens, ce qui vous donne une rentabilité de 10%. Vous pouvez également, vous avez un autre projet où vous avez investi 3000 et que vous a rapporté en termes de résultats 150. Et là, vous avez une rentabilité de 5%. Ici, déjà, c'est pour faire la nuance entre rentabilité et profitabilité. La profitabilité met l'accent sur le bénéfice et le profit. Donc, quand vous voyez au niveau de l'hypothèse 1, vous avez un résultat de 100. Au niveau de l'hypothèse 2, vous avez un résultat de 150. Si nous allons nous cantonner sur la profitabilité, ou en tout cas l'investissement qui génère plus de bénéfices, c'est l'hypothèse 2. Mais si on va tenir compte des moyens qu'il faut mettre, alors nous allons voir que l'activité au niveau de l'hypothèse 1 est plus rentable que l'activité au niveau de l'hypothèse 2. Pour dire que la profitabilité est bien différente de la rentabilité. Je voudrais également que nous faisons la différence entre rentabilité et rendement. Il y a une nuance. Le rendement comprend uniquement les revenus du capital investi, alors que quand on parle de rentabilité, la rentabilité va prendre non seulement le revenu du capital, mais aussi la variation du capital investi. Et si vous voulez, la rentabilité prend en compte les plus-values. Et je peux dire que la rentabilité est égale au rendement plus la plus-value. Donc, en guise d'exemple, je vous prends par exemple une action qui coûte 100 francs ou que vous avez acheté 100 francs à une date 0 et à une date 1, la valeur de l'action est à 120. Mais en même temps, en fin d'année, pour avoir acheté l'action, vous avez un dividende de 10. Pour calculer le rendement ici, vous rapportez tout simplement le résultat, qui est le dividende de 10 là, sur les 100. Donc, vous pouvez avoir un rendement de 10%. Alors que si c'est en termes de rentabilité, au-delà du dividende de 10% que vous avez, il faut calculer la plus-value parce que vous l'avez acheté à 100 francs aujourd'hui et à l'année 1, l'action coûte 120. Donc, vous avez une plus-value de 20. Et donc, pour calculer la rentabilité, vous allez non seulement prendre le dividende de 10 plus la valeur ajoutée de 20, ça va vous faire 30 sur 100 pour vous donner 30% comme rentabilité. Une autre notion très importante, c'est la création de valeur. Et donc, pour aborder la notion de création de valeur, il est très important d'abord de distinguer la rentabilité obtenue de la rentabilité espérée, que l'on appelle parfois le coût. Et donc, si vous êtes un actionnaire, vous décidez de créer une entreprise ou en tout cas d'entrer dans le capital d'une entreprise. Avant l'entrée, on estime que vous attendez quelque chose. Vous attendez une rentabilité. C'est ce que nous appelons la rentabilité espérée, mais qui est en même temps le coût de votre apport, qu'on va appeler le coût des capitaux propres. Parce que vous, en rentrant dans l'entreprise, en rentrant dans l'actionnariat, c'est que vous attendez une rémunération, la rentabilité espérée, et c'est ça le coût. Et à la fin, on a une rentabilité obtenue et constatée. Et donc là, c'est la rentabilité obtenue. Si vous êtes actionnaire, on aura rentabilité obtenue comme la rentabilité financière que nous calculons, qui est égale au résultat net sur les capitaux propres, puisque c'est le résultat net qui rémunère les associés ou les propriétaires de l'entreprise. Et de l'autre côté, ce que vous entendez ou espérez est appelé coût de vos apports, coût des capitaux propres. Et si nous prenons l'ensemble des apporteurs de fonds, la rentabilité
espéré pour l'ensemble des apporteurs de fonds, ça veut dire les propriétaires ou ceux qui rentrent dans l'actionnariat ou les prêteurs tels que les banques et les établissements financiers, est appelé coût du capital. Et en termes de rentabilité obtenue, c'est la rentabilité économique, donc qui est égale au résultat d'exploitation sur l'ensemble du capital investi, le capital investi. Et donc, la création de valeur serait tout simplement la comparaison entre ce qui est obtenu et ce qui était attendu. Donc, et cet indicateur-là est appelé l'EVA, la valeur ajoutée économique. Donc, vous voyez qu'il est égal au résultat d'exploitation net d'impôt moins capitaux investis fois coût du capital. Donc, ce qu'on a investi, on a ce qu'on attendait, qui est le coût du capital. Si je prends l'investissement multiplié par le coût du capital, c'est ce que j'entendais. Et donc, si je compare ça avec le résultat obtenu, ça me donne l'EVA. Et donc, s'il est supérieur à 0, on dira qu'il y a eu création de valeur. Parce que ce que j'ai obtenu dépasse ce que j'attendais. Et si c'est l'effet contraire, alors on parlera de destruction de valeur. Et donc, vous allez voir que dans la définition de la performance, il y a certains auteurs qui estiment qu'on devrait apprécier la performance à travers cet indicateur. Mais de façon générale, c'est l'indicateur phare que les propriétaires d'entreprises utilisent pour dire les actionnaires pour évaluer le dirigeant, généralement le directeur général qui n'est pas forcément le propriétaire. Donc, à ce qu'on attend et à ce qu'il a travaillé, généré. Et donc, on va comparer pour parler maintenant de performance ou de non-performance. Et donc là, c'est un exemple que j'ai pris pour permettre la compréhension. Donc, c'est le coût d'un capital de 1 million, bon, d'un investissement de 1 million et le coût du capital, ça veut dire que coût des capitaux propres et puis le coût de la dette, voilà, donc la moyenne, point de donne les 15%. Et nous avons un résultat d'exploitation net réalisé de 200. Et la question, c'est de savoir si l'exploitation de la période a-t-elle créé de la valeur. Donc, comme nous l'avons dit, c'est le résultat d'exploitation 200 moins ce que nous, on attendait. Et ce qu'on attendait, c'est ce qu'on a investi multiplié par le coût. Donc là, il y a eu création de valeur de 50 kg francs. Maintenant, nous abordons la notion de risque. Les risques, de façon générale, sont des événements incertains susceptibles d'affecter la réalisation des objectifs d'une entreprise. Et donc, quand on parle de risque financier, c'est le risque de perte d'argent suite à une opération financière ou une opération économique qui a une incidence financière. Et au titre des risques financiers, nous pouvons avoir le risque de crédit, le risque de marché, le risque de liquidité, les risques opérationnels. Quand on parle de risque de crédit, on fait allusion à la défaillance d'un débiteur. Autrement dit, c'est le risque de perte sur une créance, plus généralement celui d'un tiers qui ne paie pas sa dette à temps. Là, c'est le risque de crédit. Et le risque de marché est beaucoup plus lié à la variation des prix de marché, leur impact sur les dispositions du bilan. Et ça peut porter essentiellement sur les coûts des actions, les taux d'intérêt, les taux d'échange. Le risque de liquidité, là, nous pouvons l'appréhender suivant deux pans. Le risque de liquidité de financement. C'est par exemple pour une banque qui est solvable, mais qui n'est pas en mesure de faire face aux demandes de retrait en liquide, attendues ou inattendues. Ça veut dire que, alors, elle est solvable, total actif égale total passif, mais la liquidité, il n'y est pas. Donc, c'est ce risque. Et là, on parle de risque de liquidité de financement. Vous avez le risque de liquidité de marché. Là, c'est dans la mesure où la banque ne peut pas vendre ses actifs sur le marché financier. C'est-à-dire qu'il a des actifs, mais qui sont difficilement accessibles sur le marché. Et là aussi, c'est des risques de liquidité qu'on peut analyser et décider d'anticiper. Pour les risques opérationnels, ce sont des risques liés de façon générale aux différents processus. Mais là, nous pouvons le matérialiser à travers cette catégorie-là. Donc, la fraude qui peut être interne ou externe, les pratiques en matière d'emploi et de sécurité sur les lieux de travail. Donc, sur certaines entreprises qui nécessitent, par exemple, quand vous prenez les BTP, donc il faut un certain nombre de mesures de sécurité physique. Voilà, donc, et là, ce sont des risques. Donc, risque client, produits et pratiques commerciales. Vous avez aussi les dommages des actifs corporels, les risques liés au dysfonctionnement de l'activité des systèmes
Vous avez les risques liés à la livraison et puis l'exécution. Au-delà de ces risques-là, pour dire qu'il y a plusieurs types de risques, nous avons jugé bon d'ajouter encore les autres risques, qui peut être le risque d'arrêt d'activité, le risque comptable, donc qui est lié à la mauvaise interprétation ou utilisation, volontaire ou non, des normes réelles comptables, qui peut remettre fondamentalement en cause l'intégrité et la validité des états financiers produits, diffusés ou utilisés. Vous avez les risques fiscaux, qui est lié aux opérations dont les règles fiscales non suivies volontairement ou non également menacent une requalification par les autorités fiscales pouvant engendrer des pertes financières à travers les pénalités ou les redressements fiscaux. Vous avez le risque de prise de contrôle. Là, vous ouvrez votre capital, le risque qu'on vous dépossède de votre structure. Nous passons donc au quatrième point pour maintenant parler de l'analyse de l'activité et le risque opérationnel qui est lié. Quand on parle de l'analyse de l'activité d'une entreprise, il faut comprendre que c'est un élément fondamental pour pouvoir apprécier sa performance. Donc, c'est à travers l'analyse de l'activité que nous allons apprécier la croissance de l'entreprise et mesurer également son aptitude à dégager des profits. C'est l'analyse de l'activité va également permettre de comprendre comment l'entreprise génère des revenus et gère bien sûr ses coûts afin d'atteindre la rentabilité. Et l'analyse de l'activité porte essentiellement sur le compte de résultat, alors qu'il permet de mettre en évidence les soldes significatifs de gestion, la capacité d'autofinancement et la profitabilité. Pour les soldes significatifs de gestion, il faudra d'abord comprendre que pour porter un jugement sur la situation économique d'une entreprise, en particulier au niveau de sa rentabilité, alors une simple lecture du compte de résultat serait assez pauvre parce que le compte de résultat ne met en évidence que le résultat net qui peut être bénéfique ou une perte. Mais ça n'intéresse essentiellement que les actionnaires qui sont rémunérés sur cette base-là. Et donc, si vous voulez enrichir votre information, il faut aller au sol intermédiaire de gestion qui divise donc le résultat net en des résultats partiels et ça vous permet de mieux analyser la performance de l'entreprise sur plusieurs niveaux. Au niveau de notre compte de résultats conforme bien sûr au SISQUADA. Alors, les seuls significatifs de gestion concernent la marge commerciale. Avant, on avait la marge sur matière première qui a été éliminée par le SISQUADA. Là, on a la marge commerciale, un indicateur très important pour les entreprises commerciales, la valeur ajoutée, l'excellent but d'exploitation, le résultat d'exploitation, le résultat financier, le résultat HAO et le résultat net. Donc, le résultat d'exploitation et le résultat financier forment ce que nous appelons le résultat des activités ordinaires. En termes d'interprétation, la masse commerciale vous permet d'apprécier la performance des entités commerciales. Et donc, c'est le supplément de la valeur apportée par l'entité au coût des marchandises vendues dans l'exercice. Donc, la masse commerciale est très importante dans la mesure où, par exemple, si vous avez une masse négative, il y a un problème. Soit c'est au niveau des coûts, la chaîne d'approvisionnement de vos marchandises que vous avez un problème, soit vous avez un problème au niveau même du prix de vente. Et là, ça vous donne des indicateurs, ça vous donne des indices qui vont vous permettre d'améliorer encore votre performance ou en tout cas la marge. Donc, il y a la valeur ajoutée qui représente la richesse créée par l'entité, donc du fait de ses opérations d'exploitation, et aussi mesure le poids économique de l'entreprise. La valeur ajoutée est également l'indicateur essentiel, je peux dire le plus important, dans le solde significatif de gestion. Vous prenez la valeur ajoutée et les BE, alors c'est des indicateurs très, très, très importants sur lesquels il faut analyser et les comprendre. Vous avez l'excellent but d'exploitation, qui est la ressource que l'entité tire de son exploitation après avoir rémunéré les facteurs de travail. Vous savez que la valeur ajoutée, c'est sur la valeur ajoutée maintenant que les autres facteurs sont rémunérés. C'est sur la valeur ajoutée qu'on va rémunérer les différents apporteurs, en tout cas tous les facteurs qui ont contribué à générer les ressources. Et le BE, c'est après avoir rémunéré le personnel. Et donc, il mesure la performance économique de l'entité indépendamment de son mode de financement parce qu'au niveau de l'EBE, on n'a pas encore enlevé ou on n'a pas encore soustrait les
charges financières. Vous avez le résultat d'exploitation qui mesure la performance économique sans tenir compte de la politique de financement également. Le résultat financier qui met en évidence les choix effectués en matière de financement, donc les activités d'endettement et de placement, l'impact de mode de financement sur le résultat de l'entité. Et les deux vont vous donner le résultat des activités ordinaires qui mesurent la performance de l'activité économique et financière de l'entité. Donc, c'est le résultat courant qui provient de l'activité normale et habituelle de l'entreprise. Et c'est sur la base de ça que nous faisons des projections. Le résultat hors activité ordinaire étant les résultats des opérations peu fréquentes et non récurrentes, donc difficiles à prévoir. Et enfin, vous avez le résultat net de l'exercice qui représente le revenu qui revient aux associés. Donc, en principe, une partie de ce résultat est distribuée aux associés comme des dividendes et l'autre en réserve pour constituer l'autofinancement de l'entité, ce qui va lui permettre plus tard d'assurer sa croissance à travers des investissements. Donc, au-delà des soldes significatifs de gestion, nous avons la profitabilité et les autres ratios de masse bénéficiaire, tels que le résultat d'exploitation sur les ventes, autrement dit, c'est le résultat d'exploitation sur le chiffre d'affaires qui traduit l'efficacité de l'activité d'exploitation. Vous avez la marge brute, ça c'est comme taux de marge, vous rapportez la marge commerciale sur le chiffre d'affaires. Ça traduit la politique de marge pratiquée par l'entreprise sur son activité de distribution, sur ses ventes tout simplement. Ça vous donne le taux de marge. Et là, vous avez l'excédent brut d'exploitation sur le chiffre d'affaires qui donne une autre mesure de la marge d'exploitation puisque le BE est une marge. Et donc, ça donne une autre mesure de la marge d'exploitation, autre que ce que nous avons calculé au niveau du P1, le résultat d'exploitation sur le chiffre d'affaires. Et enfin, vous avez l'indice de profitabilité. Résultat net sur chiffre d'affaires, encore appelé ratio de profitabilité, mesure le pourcentage des revenus totaux qui est finalement transformé en profit après toutes les dépenses, y compris les coûts d'exploitation, les charges financières, les impôts et les autres éléments exceptionnels. Donc, nous allons faire un zoom particulier sur la capacité d'autofinancement qui représente les ressources internes potentielles générées par le biais de l'activité d'une entreprise. Il représente des ressources potentielles. Pourquoi? Dans la mesure où, alors, elle est calculée à partir du compte de résultat qui enregistre les revenus de leur facturation, alors que la société accorde des crédits. Donc, il y a un décalage entre l'enregistrement et l'encaissement. C'est pour dire que c'est des ressources potentielles, mais qui n'existent pas immédiatement. Et donc, à partir de la capacité d'autofinancement, nous pouvons obtenir l'autofinancement potentiel en soustrayant de la capacité d'autofinancement les dividendes versés aux actionnaires. Et c'est l'autofinancement qui a pour vocation d'assurer le renouvellement des investissements, de faire face à des risques probables de perte ou encore financer l'expansion de l'entreprise. Alors, comment nous obtenons la capacité d'autofinancement? La formule principale, c'est produit encaissable moins les charges décaissables. Donc, les autres formules n'étant tout simplement que des déductions. Voilà, donc là, vous avez une deuxième formule qui dit que c'est résultat net moins produit non encaissable plus charge non décaissable. Mais ça vient de la première formule, produit encaissable moins charge décaissable. Pourquoi? Parce que quand vous prenez un résultat net ou le résultat net comptable, comment on le calcule? On prend les produits moins les charges. De façon générale, c'est ça. Alors que dans les produits, vous avez les produits encaissables et vous avez les produits non encaissables. Au niveau des charges, vous avez aussi des charges décaissables, mais aussi des charges non décaissables. Donc, ce qui veut dire que pour calculer votre résultat, vous avez le résultat net qui vous fait produit encaissable plus produit non encaissable, moins charges décaissables, moins charges non décaissables. Donc, si vous regroupez ce qui est encaissable et décaissable ensemble, vous avez produit encaissable moins charge décaissable. Ça vous fait la capacité d'autofinancement. Et il va vous rester plus les produits non encaissables moins les charges non décaissables. Donc, à la fin, le résultat net, c'est capacité d'autofinancement plus produits non encaissables moins charges
non décaissable, ce qui vous permet de tirer capacité d'autofinancement égale à résultat net moins produit non encaissable plus non décaissable. Donc, il en est de même pour capacité d'autofinancement égale à EBE plus produit, puisque l'EBE prend en compte tout ce qui est encaissable en termes de produits et tout ce qui est décaissable en termes de charges. Donc, il suffit d'ajouter les autres produits encaissables et enlever les autres charges décaissables. Donc, ça revient à produit encaissable total moins charge décaissable total. Donc, ETE plus variation de BFR. Voilà, donc, tout ça, ce n'est qu'une décomposition du produit encaissable moins charge non décaissable. Puisque l'ETE, c'est la variation des produits encaissables déjà encaissés. Et la différence des produits encaissables déjà encaissés et les charges décaissables déjà décaissées. Donc, si vous décomposez, alors ça va vous donner ETE plus variation du BFR. Et donc, le calcul de la capacité d'autofinancement nous permet d'aboutir à un ratio très important qui est la capacité de remboursement. Et donc, ce ratio-là permet d'apprécier la capacité des entreprises à rembourser les emprunts structurels alors qu'elles ont pu contracter. Et elle doit être le plus faible possible parce que les banques ou les établissements de crédit mettent l'accent sur ce ratio. Et ce ratio, il est qualifié de bien s'il est entre 3 ou 5. Alors, parce que si vous prenez la dette sur la capacité d'autofinancement, ça donne le nombre de fois que vous pourrez rembourser la dette sur la base de vos fonds propres. Donc, du coup, si c'est 2, ça suppose que vous aurez 2 ans pour rembourser la dette. Si c'est 3, vous avez 3 ans. Donc, voilà pourquoi les structures de crédit donnent une limite maximale de 3 à 5 ans. Et donc, si vous dépassez ça, c'est-à-dire que si vous prenez les dettes sur les capacités d'autofinancement et vous avez 10, par exemple, alors il y a un problème. Et ce n'est pas évident que vous puissiez obtenir des financements. Maintenant, abordons le risque opérationnel. Donc, le risque opérationnel, encore appelé risque d'exploitation, c'est le risque de baisse du résultat d'exploitation consécutif à une baisse de l'activité. Là, on veut mesurer la sensibilité du résultat face à une variation du chiffre d'affaires. Donc, et ce risque-là est lié à la structure des charges. Et il est d'autant plus élevé que vous avez des charges fixes élevées. On peut l'apprécier à travers l'élasticité du résultat, c'est ce qu'on appelle effet de levier, comme on peut apprécier le risque opérationnel sur la base de la position de l'entreprise par rapport à son seuil de rentabilité. Et là, nous calculons ce qu'on appelle la masse de sécurité. Comment on va mesurer ce risque? Comme je l'avais dit, c'est à travers le seuil de rentabilité, qui est l'indicateur principal mettant en évidence le risque opérationnel. Donc, il correspond au chiffre d'affaires pour lequel le résultat d'exploitation est nul. Et le risque opérationnel est d'autant plus élevé, bon, comme je l'avais dit, que les charges fixes sont élevées. Alors, seuil de rentabilité est égal au coût fixe sur le taux de marge sur le coût variable. Et en termes de quantité, il y a une équation que vous devez établir parce que si vous prenez la marge sur le coût variable multipliée par la quantité à produire pour atteindre le seuil de rentabilité, ça doit correspondre aux charges fixes. Parce que ce n'est que dans cette condition-là que vous aurez un résultat nul. Sur la base de ça, vous pouvez tirer sur les rentabilités en quantité égale la charge fixe tout simplement sur les marges sur le coût variable. Le taux de marge, comment on détermine? C'est la marge sur le coût variable sur le chiffre d'affaires. Et la marge sur le coût variable étant la différence entre le chiffre d'affaires et les charges variables. Plus loin, vous avez la marge de sécurité. C'est un indicateur très important et représente la baisse du chiffre d'affaires qui peut être supportée par l'entreprise sans subir de pertes. Donc, c'est-à-dire qu'en temps de crise, la marge de sécurité va vous dire à quel montant vous pouvez perdre votre chiffre d'affaires sans pour autant réaliser une perte. Et donc, une marge de sécurité importante permet de traverser une période de crise sans grave difficulté. Mais si elle est faible, c'est-à-dire que dans moins de difficultés ou dans une crise, vous avez une petite baisse de votre chiffre d'affaires et là, vous avez un résultat négatif. Il y a le coefficient de sécurité, indice de sécurité ou marge de sécurité relative. Il est égal au rapport de la marge de sécurité sur le chiffre d'affaires. En termes d'interprétation, c'est le pourcentage maximum de baisse du chiffre d'affaires que l'entreprise peut supporter sans faire de perte.
Donc, ça permet d'avoir une idée sur la vulnérabilité de l'entreprise par rapport à une baisse conjoncturelle du niveau d'activité. Et donc, plus il est faible, plus l'entreprise est aussi vulnérable. Donc, l'indice de sécurité égale la marge sur coût variable divisé par le chiffre d'affaires. Marge de sécurité sur le chiffre d'affaires. Donc, vous avez le levier opérationnel qui mesure la sensibilité du résultat d'exploitation à une baisse du chiffre d'affaires. Donc, les plus ou moins grandes selon les entreprises. Voilà, donc, comment ce phénomène est exprimé? C'est à travers l'élasticité. Donc, variation du résultat sur variation du chiffre d'affaires. Le levier opérationnel peut s'exprimer en fonction du seuil de rentabilité, de la marge de sécurité, du coefficient de sécurité et de la marge sur coût variable. Donc, toutes ces formules-là partent de la formule générale qui est variation du résultat sur variation du chiffre d'affaires. Donc, il suffit d'introduire un certain nombre d'éléments et vous aboutissez aux formules données plus bas. À côté de ça, il faut mettre également en évidence l'effet de ciseau. Donc, on parle d'effet de ciseau lorsque l'augmentation de l'EBE est inférieure à celle du besoin en fonds de roulement. Donc, c'est un risque qui se manifeste dans les entreprises qui connaissent une très forte croissance du chiffre d'affaires et donc le ratio besoin en fonds de roulement sur chiffre d'affaires est nettement supérieur au ratio EBE sur chiffre d'affaires. Ici, c'est quoi? C'est-à-dire que votre chiffre d'affaires, l'augmentation du chiffre d'affaires ne traduit pas l'augmentation de votre trésorerie. D'autant plus que vous pouvez vendre à crédit. Et donc, c'est là, on va vous dire de faire attention parce que le chiffre d'affaires, pendant qu'il est en train de croître, vous êtes en train de perdre en termes de trésorerie. Et c'est ce qu'on va appeler effet de ciseau. Donc là, vous avez juste un exemple, un chiffre d'affaires avec des taux de croissance. Donc, chiffre d'affaires initial 200, donc taux de croissance en année 1, 20%, année 2, 25%, année 3, 30%. Donc, de 200, vous passez à 240, de 240 à 250 et de 250 à 260. Nous calculons la marge sur le coût variable qui est égale à 30% du chiffre d'affaires. Et là, nous avons 60, 72, 75 et 78. Les charges fixes ne varient pas, donc 50, 50 partout. Et donc, ça nous permet de calculer les BE. C'est pour dire que c'est le résultat d'exploitation. On prend la marge sur le coût variable et on enlève les charges fixes. Donc, on a 10, 22, 25 et 28. Et au même moment, le besoin en fonds de roulement est à 50% du chiffre d'affaires. Donc, nous avons 100 initialement, donc 120, 125, 130. Donc, ça nous permet de calculer la variation du besoin en fonds de roulement. Donc, de 100 à 120, on a une variation de 20. De 120 à 125, nous avons une variation de 25, ainsi de suite. Et donc, vous voyez là, nous avons une trésorerie qui est en train de se dégrader pendant que le chiffre d'affaires est en train d'accroître. Et donc, c'est ce que nous allons appeler effet ciseau. Et qu'il faut surveiller cet effet-là. C'est très important. Et là, maintenant, nous abordons l'analyse de la rentabilité et le risque financier qui est lié. L'analyse de la rentabilité va consister à apprécier la rentabilité sur deux aspects. Donc, la façon dont l'entreprise rémunère ses apporteurs de fonds. Quels sont les actionnaires, qui sera appelé la rentabilité financière, mais aussi comment est-ce que l'entreprise rémunère l'ensemble de ses apporteurs de fonds que nous allons appeler la rentabilité économique. Alors, la rentabilité au vu de l'actionnaire est appelée rentabilité financière et donc comment on le calcule, c'est le résultat net sur les capitaux propres. Et au vu des apporteurs de fonds, ça veut dire associés plus les prêteurs, est appelé rentabilité économique et est égal au résultat d'exploitation nette sur les capitaux investis pour l'actif économique. Attention, alors on avait déjà parlé de ça, la profitabilité est bien différente de la rentabilité. La profitabilité est le résultat rapporté au chiffre d'affaires, alors que la rentabilité est le résultat rapporté aux moyens ou en tout cas aux capitaux investis. La rentabilité financière mesure l'aptitude de l'entreprise à rentabiliser les fonds apportés par les associés. Donc, c'est cet indicateur-là qui intéresse les actionnaires. Quand je vais rentrer dans une entreprise, je m'intéresse beaucoup plus à sa rentabilité financière. Et donc, cet indicateur répond à la question combien je vais investir pour gagner un franc. Et donc,
Pour la rentabilité économique, elle mesure la performance industrielle et commerciale de l'entreprise indépendamment de son mode de financement. Il est important de faire le lien entre la rentabilité financière et la rentabilité économique. C'est ça qui va nous permettre de faire ressortir le risque financier alors qui est lié au poids de la dette. Donc, là, nous avons le résultat net qui est égal au résultat d'exploitation moins les charges financières, défalquées de l'impôt, et les charges financières qui n'est rien d'autre que les dettes financières multipliées par le taux, le coût de la dette, si on ne prend pas en compte l'impôt. Donc, sur la base de ça, nous pouvons établir un lien entre la rentabilité financière et la rentabilité économique. Puisque la rentabilité financière, c'est le résultat net sur les capitaux propres, on pourra dire que c'est le résultat d'exploitation moins les dettes financières multipliées par le coût de la dette, le total sur le coût des capitaux propres. Et comme nous savons que la rentabilité économique est égale à résultat d'exploitation sur le capitaux investis, on peut exprimer le résultat d'exploitation à travers la rentabilité économique. Donc, ce qui nous permet de dire que la rentabilité économique égale à résultat d'exploitation égale à tout simplement la rentabilité économique fois les capitaux investis. Et si nous l'emplaçons dans la formule de la rentabilité financière, nous pouvons tirer la relation selon laquelle la rentabilité financière égale à la rentabilité économique plus la différence entre rentabilité économique et le coût de la dette, le tout multiplié par la structure de financement, autrement dit, la dette financière sur les capitaux propres. Nous avons mis en évidence cette relation parce qu'il est important de comprendre que la structure financière d'une entreprise influence le niveau de volatilité de ses biens, de ses bénéfices à travers le mécanisme de l'effet de levier. L'effet de levier correspondant à l'écart entre le taux de rentabilité économique et le taux de rentabilité financière. Et donc, dans la formule, le différentiel, la différence entre la rentabilité économique et le coût de la dette est appelé le différentiel et la dette financière sur les capitaux propres est appelée bras de levier. Et donc là, nous pouvons prendre des hypothèses pour que vous puissiez comprendre. Si nous avons une rentabilité économique de 10% avec un coût de dette de 8%, avec dette 500, alors capitaux propres 1000. Si nous calculons la rentabilité financière, nous nous retrouvons avec une rentabilité financière de 11%. Donc, pendant que la rentabilité économique donnée est de 10%, nous avons une rentabilité financière de 11%. L'hypothèse 2, pendant que la rentabilité économique est 10%, puisque là, nous avons juste augmenté la dette, dans l'hypothèse 1, c'était à 500, hypothèse 2, 800, nous nous retrouvons avec une rentabilité financière de 11,6%. Donc, la conclusion que nous pouvons tirer, c'est qu'il y a amélioration de la rentabilité financière due à une augmentation de la dette. Et ça, c'est l'effet de levier qui joue favorablement sur la rentabilité financière parce que tout simplement, la rentabilité économique est supérieure au coût de la dette. Si nous prenons une troisième hypothèse où la rentabilité économique est 5 et le coût de la dette 8, avec montant de la dette 500, nous avons une rentabilité de 3,5%. Donc, de rentabilité économique à 5, nous avons une rentabilité financière de 3,5%. Quand nous prenons une autre hypothèse 4, où nous augmentons le montant de la dette à 800, dans les mêmes conditions, le taux de rentabilité financière est de 2,6%. Là, on constate que l'effet de levier joue défavorablement parce que la rentabilité économique est inférieure au coût de la dette. Et là, nous allons parler d'effet de marge. Donc, pour prendre un exemple, pour que nous puissions mieux comprendre, c'est pour dire que si moi j'ai une activité ou un projet donné que je vais investir, si j'investis sur la base de mes fonds propres, le résultat que j'ai, c'est mon résultat tout simplement, et que je n'ai pas à rémunérer un prêteur parce que je n'ai pas pris de crédit. Supposons que j'ai un investissement de 1000 francs et que je sais que cet investissement-là va me rapporter 20 francs par exemple, et j'ai les 1000 francs. Donc, je réalise l'investissement sur la base de mes fonds propres. Donc, à la fin, j'ai mes 20% qui me revient à moi seul. Donc, c'est une rentabilité financière que j'ai, c'est un bénéfice que j'ai.
Maintenant, si je n'ai pas tout le montant de l'investissement et que je dois contracter un emprunt, le principe est que ce que le prêteur va me demander en termes de remboursement, que ce taux-là ne soit pas supérieur à la rentabilité que j'entends de l'investissement. Alors, j'ai pris un exemple de 1000 qui doit me rapporter 20. C'est comme si le taux de rentabilité de l'investissement est de 20%. Supposons que si je contracte un emprunt où on me demande de payer 25%, alors ça va contribuer à détériorer tout simplement ma rentabilité. Donc, voilà pourquoi il est très important d'étudier cet effet de levier, pour un projet donné, de calculer d'abord la rentabilité économique du projet et de le comparer chaque fois à si vous voulez contracter une dette, de regarder qu'est-ce qu'on vous exige comme coût. Et donc, si c'est supérieur, ce n'est même pas la peine d'aller. Donc, je fais une activité qui va me rapporter 20. Je vais prendre l'argent sur un investisseur pour aller réaliser l'activité et lui, il me demande 30. Je vais avoir les 10 là-haut. Donc, c'est ce que l'effet de la relation entre la rentabilité économique et la rentabilité financière nous permet de cerner. Pour la mesure du risque financier, alors, l'indicateur phare, c'est l'effet de levier, parce que c'est l'effet de levier qui permet de mesurer l'incidence de l'endettement sur la rentabilité financière. Donc, il correspond à la différence entre la rentabilité financière et la rentabilité économique. Donc, peut être positif, négatif ou nul. Nous pouvons donc définir le risque financier comme étant la mesure de l'impact de l'endettement sur la rentabilité financière. Et c'est l'effet de levier qui permet de mettre ça en évidence. Donc, vous avez deux structures de financement différentes ici, K comme dette et puis K comme capitaux propres et D comme la dette. Donc, dans la première structure de financement, c'est constitué uniquement de fonds propres, de MIC. Donc, tout l'actif économique là est de MIC. Ça permet de générer un résultat de 150. Donc, du coup, comme vous n'avez pas prêté, il n'y a pas d'intérêt. Le résultat d'exploitation est égal au résultat des activités ordinaires. Si nous enlevons l'impôt sur les bénéfices, donc le taux d'impôt est de 25%, donc ça fait 37,5%, 37,5%. Et donc, ça vous permet d'avoir un résultat de 112,5%. Si vous rapportez cela à l'actif économique, vous avez une rentabilité de 11,25%. Prenons une autre structure de financement où les fonds propres font 500 et la dette 500. Donc, l'actif économique fait toujours les 1000. Vous avez un résultat économique à la fin de 150. Mais là, comme il y a une dette qu'on a contractée à 500, il faudrait qu'on paye des intérêts. Et le coût de la dette ici est à 10%. Donc, 10% de 500, vous avez des intérêts de 50 francs à enlever. Donc, du coup, vous avez un résultat des activités ordinaires qui vous fait 100. Si vous enlevez l'impôt, et ça vous donne un résultat net de 75. Donc, si vous le rapportez au fond, au capitaux propres, donc vous le rapportez aux 500, ça vous donne un taux de 15%. Donc là, nous voyons que la dette permet d'améliorer la rentabilité des actionnaires. Maintenant, nous abordons bien évidemment notre sixième point qui porte sur l'analyse financière, la relation entre l'analyse financière, la négociation de crédit, mais aussi les différentes instances. Donc, d'abord, nous allons aborder l'analyse financière et la négociation de crédit. Quelle analyse pour s'assurer que sa situation est confortable avant de se présenter en banque et espérer un financement? D'abord, l'analyse financière joue un rôle crucial dans les négociations de crédit avec les banques parce que c'est à travers elles que vous allez démontrer votre solidité financière et votre capacité à rembourser le prêt. Donc, pour s'assurer d'une situation financière confortable et convaincre les banques d'accorder un financement, alors l'entreprise doit évaluer plusieurs aspects donc, de sa performance financière en calculant et en analysant quelques ratios. Donc, à l'ordre de ces ratios, nous pouvons avoir les ratios d'autonomie financière. Comment on les calcule? Ce sont les capitaux propres sur le total passif. Donc, ces ratios-là montrent dans quelle mesure l'entreprise est financée par ses ressources, par ses propres ressources. Et donc, plutôt que par les dettes, parce que nous comparons les capitaux propres au total des dettes. Donc,
Ce ratio permet également d'apprécier la solvabilité à long terme de l'entreprise et aussi son indépendance vis-à-vis de ses créanciers. Alors, il est conseillé que ce ratio soit supérieur ou égal à 50%. C'est pour dire que vos capitaux propres font au moins la moitié de la totalité de vos dettes. Donc, supérieur ou égal. Moins que ça, il y a un problème. La solvabilité générale, donc, c'est comparer le total des actifs sur le total du passif, donc des dettes à long et à court terme. Cela permet d'évaluer la capacité de l'entreprise à faire face à ses obligations à long terme et à supporter des nouveaux d'endettement. Vous avez les ratios de liquidité générale. Là, vous comparez l'actif en moins d'un an sur les passifs en moins d'un an. Autrement dit, vous allez prendre l'actif circulant. Donc, vous avez les créances et les stocks, plus votre disponibilité, donc la trésorerie que vous rapportez sur les dettes fournisseurs, mais aussi les découvertes bancaires. Donc, ce ratio doit généralement être supérieur à 1 pour indiquer que l'entreprise a suffisamment d'actifs pour couvrir ses dettes à court terme. Donc, on peut calculer le ratio de liquidité réduite. Donc, parce que là, on va exclure les stocks, parce qu'on estime que les stocks sont pas toujours faciles à écouler. Donc, là, on prendra les créances clients plus la disponibilité qu'on va rapporter sur le passif à moins d'un an. C'est pour dire qu'on va rapporter seulement à nos dettes à court terme. Là aussi, ça permet en tout cas d'apprécier la capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes. Mais cette fois-ci, beaucoup plus rapidement parce qu'on a soustrait les stocks qui sont parfois difficiles à écouler. Et le ratio de liquidité immédiate, qui sera le rapport entre les disponibilités. Là, c'est la trésorerie sur les dettes. Donc, aujourd'hui, est-ce que si mes fournisseurs me demandent de payer, ou en tout cas les dettes qui sont exigibles, si je veux les payer, est-ce que j'ai suffisamment de liquidité tout de suite et maintenant sans attendre que les clients me règlent ou sans attendre que je puisse vendre un certain nombre de marchandises. Donc là, c'est le ratio de liquidité immédiate. Et tous ces ratios-là sont appréciés, calculés et analysés par la banque parce qu'il faut qu'on se rassure que si on vous finance, vous serez à mesure de rembourser. Et comment est-ce que la banque va se rassurer? C'est en calculant ces ratios. Donc, bien avant d'aller, ce serait bien. Donc, vous puissiez déjà calculer ces ratios, les apprécier. Là, vous faites une idée, en tout cas, sur votre situation. À ces ratios s'ajoute le ratio d'endettement global. Là, nous allons rapporter les dettes totales sur les capitaux propres. Donc, ça montre la proportion d'endettement par rapport aux fonds propres de l'entreprise. Alors, si elle est élevée, ça veut dire que c'est la banque qui va vous financer encourt quand même des risques non négligeables. Parce que déjà, vos dettes font presque, par exemple, vous trouvez un ratio de 3 ou 5. C'est-à-dire que vos dettes font 3 ou 4 ou 5 fois plus que vos fonds propres. Alors, une banque, un investisseur qui voit cela, ce n'est pas évident qu'il va vous accompagner. Donc, il y a le ratio de couverture des intérêts ou ratio de capacité de remboursement des charges d'intérêt. Là, c'est le résultat avant intérêt. Bon, c'est le résultat d'exploitation que l'on va prendre sur les charges d'intérêt. Donc, il montre la capacité de l'entreprise à couvrir ses charges d'intérêt avec son bénéfice d'exploitation. Là aussi, il va être supérieur à 1. Et quand c'est comme ça, ça veut dire que l'entreprise est capable de payer ses intérêts sans difficulté parce que déjà le résultat d'exploitation permet de payer les charges financières et de dégager une marge. Donc, il y a la rentabilité économique. Donc, le résultat d'exploitation sur l'actif économique qui montre comment l'entreprise utilise ses actifs pour générer du profit. Il y a la rentabilité financière, alors qui est le rendement pour les actionnaires. Donc, quand c'est élevé, ça signifie que l'entreprise utilise efficacement ses capitaux pour générer du profit. Il y a la capacité de remboursement. Donc, il y a aussi un ratio très important que nous avons vu précédemment, la dette financière sur la capacité d'autofinancement. Donc, limite maximale
entre 3 et 5 ans. Donc, si vous rapportez les dettes à vos ressources propres à la structure, qui est la capacité d'autofinancement, ça doit faire 3 ou maximum 5 fois. Si ça dépasse cela, alors il y a un risque que vous ne soyez pas accompagné. Donc là, c'est un cas pratique des ratios, voilà, donc de l'entreprise X que nous avons analysé. Donc, pour l'année 2022 et l'année 2023, pour dégager les variations. Si vous regardez l'autonomie financière, vous avez une variation de moins 22. Et donc là, pour le capital propre sur le total passif, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, ce ratio mesure la proportion des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise et il est passé de 84,66% en décembre 2022 à 65% en décembre 2023. Donc, on a une baisse de 22%. Et donc, on devait être en mesure d'analyser les ratios de cette façon. Vous avez le total actif sur les dettes à moyen et long terme qui mesure le niveau de solvabilité générale de l'entreprise. Et là, le niveau de solvabilité de 652% en 2022 a baissé de 292 en 2023. Donc, une baisse de la solvabilité. Et donc, c'est des ratios qui devraient faire l'objet de suivi. Donc, pour l'analyse financière, le lien entre l'analyse financière et les différentes instances, alors le premier point, c'est les ratios et les indicateurs à suivre et à rapporter au DG par le DAF. Donc, le rôle d'un responsable administratif et financier est crucial pour la bonne gestion et la pérennité de l'entreprise. Donc, celui-ci doit fournir des informations pertinentes au directeur, suivre régulièrement certains indicateurs clés de performance pour surtout surveiller la santé financière de l'entreprise. Et les ratios qu'il doit calculer sont beaucoup orientés sur la gestion des flux de trésorerie, l'optimisation des ressources, le suivi des performances financières et la maîtrise des risques. Sans être objectif, nous pouvons, en plus des ratios financiers que nous avons vus, alors il doit aussi apprécier la structure financière de l'entreprise en calculant le ratio des ressources stables sur les emplois stables pour mesurer la capacité de financement des emplois stables sur les ressources stables. Donc, à ce niveau, il peut arriver que les ressources stables, bon, ce ratio soit inférieur à 1 pour dire que les ressources stables n'arrivent pas à financer les emplois stables. Et quand c'est comme ça, il y a un problème déjà pour la structure financière. Et il peut avoir les mesures à prendre peuvent être des mesures de désinvestissement parce qu'on peut estimer que on a beaucoup d'investissements, on a beaucoup d'immobilisation qui peut-être consomment plus de ressources ou qui ne servent plus, qu'on peut engager, qui fait qu'on peut engager des procédures d'investissement, comme on peut demander des ressources supplémentaires à travers peut-être de l'augmentation ou de contraction de dette si la capacité de remboursement et le ratio d'endettement nous le permet. Donc, il y a l'autofinancement que également un responsable administratif et financier doit calculer et analyser. Il y a le taux de croissance du chiffre d'affaires. Ça, ce sont des ratios d'activité qui sont très importants. Alors, qui mesurent la croissance du chiffre d'affaires. Il y a le ratio de croissance de la valeur ajoutée qui mesure aussi la croissance de la valeur ajoutée. Et l'autre ratio, c'est les facteurs, c'est les charges de personnel sur la valeur ajoutée pour voir à quel point les charges de personnel pompent la valeur ajoutée. Parfois, vous pouvez avoir une valeur ajoutée positive et un DBE qui est négatif. Et là, il y a un problème. Il y a un problème sur les charges de personnel. Et donc, il faut regarder la composition du personnel et aussi, il faut regarder les charges de personnel. Est-ce qu'il faut compresser ou est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Voilà. Donc, c'est des ratios très importants qu'en tant que DAF, on doit porter un regard critique. Il y a les cash flows opérationnels, donc qui permettent de suivre la capacité de l'entreprise à générer des liquidités à partir de son activité. Et il y a aussi le besoin en fonds de roulement. Voilà, donc le RAF doit s'assurer que le BFR est bien géré pour éviter des tensions de trésorerie dues à des retards de paiement des clients ou à une mauvaise gestion de stock. Et là, il va aller plus loin pour analyser la durée moyenne de crédit client. Alors, si vous estimez la durée moyenne de crédit client est
trop long ou par rapport à la durée moyenne du crédit fournisseur, vous allez accumuler des BFR, ce qui va venir pomper la trésorerie et vous aurez un problème à honorer vos engagements. Et quand c'est comme ça, pour le crédit client, vous pouvez, quand bien même que vous avez accordé un délai de 45 ou de 60 jours, vous pouvez inciter les clients à venir payer à travers, par exemple, l'escompte de règlement. Donc, alors j'ai accordé 60 jours, mais un client qui vient me payer à 20 jours ou à 45 jours, il a un escompte de règlement de 3%. C'est-à-dire que vous allez faire une réduction de 3%. Et là, ça les incite à venir payer. Au-delà de ça, l'autre solution, c'est d'escompter vos créances, mais tout en rassurant que le taux d'escompte n'est pas supérieur à votre marge commerciale. Voilà. Donc, vous pouvez, si vous vendez avec une marge de 10%, et vous prenez ces créances parce que vous avez besoin de la trésorerie, vous partez, vous escomptez, et que le coût de l'escompte à la fin est de 15%, c'est-à-dire que là, vous avez vendu vos créances à perte. Voilà, donc c'est des ratios à surveiller. Le durée moyen du crédit fournisseur, également, si c'est un peu court, vous pouvez négocier. Voilà, donc vous pouvez attirer l'attention, par exemple, des dirigeants sur, en tout cas, les délais fournisseurs pour engager des procédures pour négocier. Et en temps de crise, si vous avez des dettes fournisseurs, alors une des solutions que vous pouvez faire, par exemple, vous avez une dette fournisseur de plus de 2 ans que vous ne payez pas parce que vous avez des difficultés, vous pouvez proposer le fournisseur pour lui dire, tiens, nous te devons 30 millions, ça vaut de cela 2 ans que nous n'arrivons pas, mais si vous nous faites, par exemple, une réduction de 15% ou de 20%, alors nous pouvons vous payer dans 3 ou 6 mois. Alors, ce client, puisque comme vous détenez son argent de plus de 30 millions, il est obligé de se les financer ailleurs. Et pour aller se les financer ailleurs, il y a un coût. Donc, il pourra comparer, par exemple, ce coût de les financement ailleurs par rapport à l'offre que vous lui proposez. Si ailleurs, pour avoir une telle somme, on lui demande un coût de plus de ce que vous avez demandé comme réduction, alors ce fournisseur-là va accepter et ça permet en tout cas d'améliorer votre situation. Donc, il y a les ratios de rotation de stock. Alors, combien de temps vos stocks font dans les magasins? Donc, si les stocks ne sortent pas vite, non seulement vous avez le coût de stockage qui sont là, et donc, c'est des ratios que vous devez apprécier. Et quand c'est comme ça, alors, est-ce que le problème, c'est au niveau des commerciaux? Est-ce que le problème, c'est au niveau des prix de vente? Tout ça permet de déceler des risques opérationnels et en tout cas de proposer des solutions adéquates et d'attirer aussi l'attention de vos premiers responsables. Donc, vous avez le taux de marge commerciale. Alors, la marge commerciale sur le chiffre d'affaires, le taux de marge d'exploitation, on avait vu ça précédemment. Et là, par exemple, vous avez un exemple de ratio d'une structure. Et donc, qu'est-ce que nous constatons sur le financement des emplois stables? Alors, il est passé de 207 en 2022 à 255. Donc, ce qui présente une hausse de plus de 25%. Là, nous voyons que les ressources stables permettent de financer les emplois stables. Donc, pour cet exemple, nous n'avons pas de problème. Donc, et au niveau de l'autofinancement, bon, la capacité de l'entreprise à financer elle-même ses investissements, là aussi, un taux de 41% en 2022 est passé à 27%. Là, on a une baisse de la solvabilité et là, il y a un problème. Donc, vous avez les autres indicateurs tels que la croissance du chiffre d'affaires, le taux de croissance de la valeur ajoutée. Et là, qu'est-ce que nous remarquons? Alors, le chiffre d'affaires s'est accru, la valeur ajoutée également. Et donc là, les indicateurs dans cet exemple-là sont très appréciables. Le ratio de masse brute, le taux de rentabilité financière, le ratio de masse brute de 236 en décembre 2022 est passé à 48 en décembre 2023. Là, on a une baisse. À taux de masse commerciale, on a une baisse. Donc, vous voyez, par exemple, ça reflète un problème. Un problème en ce sens que la masse commerciale a baissé. Est-ce le coût d'achat des marchandises? Est-ce qu'on a un problème d'approvisionnement? Ou bien c'est le prix des ventes? Et donc, ça vous permet d'analyser et de proposer des solutions adéquates. Donc, les ratios et indicateurs à suivre et à rapporter dans le rapport de gestion. Donc, le conseil d'administration joue un rôle central dans la gouvernance d'une entreprise
et doit être impliqué dans le processus d'approbation et de supervision des rapports de gestion. Donc, c'est un document clé qui est parfois rédigé par le DG et le DAF, mais validé par le conseil d'administration. Donc, dans certains environnements, le DG produit un rapport d'activité, le conseil d'administration aussi produit son rapport. Et ces rapports de gestion-là doivent, en plus des autres informations, prendre en compte les différents indicateurs que nous avons vus, alors pour être appréciés par les différents membres du conseil d'administration, pour être appréciés par les propriétaires de l'entreprise. Donc, pour finir, c'est la gestion des risques. Il faut dire que c'est le risque opérationnel qui est plus difficile à gérer. Et donc, comme stratégie, sans être objectif, donc la politique de recherche et de développement, vous pouvez faire du lobbying. Supposons que vous avez des risques opérationnels liés à l'écoulement de vos stocks. Donc là, vous voyez que c'est des politiques commerciales telles que la publicité que vous allez faire. Donc, pour les risques financiers, alors, comme mesure de gestion, comme stratégie de maîtrise, c'est beaucoup plus les stratégies de couverture, où nous avons de nombreuses techniques telles que l'assurance, la gestion bilancielle, le contrat à terme et les instruments financiers. Voilà, donc l'assurance, c'est faire supporter les conséquences du risque par un tiers, hein, en contrepartie des versements de primes. Donc, ça peut être intégral, comme ça peut être partiel aussi. Pour la gestion bilancielle, c'est une technique qui permet de réaliser une opération au bilan pour faire face à une échéance future. Exemple, vous achetez des dollars aujourd'hui parce que vous devez rembourser une dette en dollars dans 4 mois et vous craignez la fluctuation du taux d'échange. Donc, il y a le contrat aussi à terme. Donc, qui vous permet de fixer avec un tiers des termes exacts d'une opération qui se déroulera dans le futur. Donc, l'exemple, donc vous avez un contrat avec une banque pour échanger dans 6 mois des dollars en euros à un prix convenu aujourd'hui. Là aussi, parce que vous craignez le taux d'échange. Donc, il faut dire que depuis les années 80, alors il y a, avec le développement des marchés financiers, et aussi on assiste au développement de plusieurs techniques et d'instruments de couverture. Donc, à l'ordre de ça, on peut citer aussi les options, les autres contrats à terme, tels que les options, les swaps et autres. Donc, au terme de la présentation, je voudrais vous dire merci pour votre attention.